je me souviens, je l'ai déjà dit, mais c'est le mot que je lui ai dit, je dis, mais tu ne te prends pas pour quelqu'un d'indispensable. Il m'a regardé, il a souri, il est parti. Est-ce 8 jours, est-ce 10 jours, est-ce 12 jours, en tous les cas pas plus de 12 jours. Le responsable de l'organisation de Michelet, c'était Blaïd Ait Medri. On dit souvent que c'est un de nos partisans, il n'a pas été un de nos partisans, c'est un de ceux à qui nous avons parlé, ayant appris que chose n'était pas avec nous, que Aït Hamid n'était pas avec nous, il n'a pas voulu être des nôtres, mais enfin, il a dit, je ne ferai rien contre vous. Et s'il y a quelque chose qui se produit, je me retire, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, c'est un honnête homme. Il a fait des séjours dans mes notes autobiographiques, j'ai parlé de lui dans des conditions qui sont très particulières. C'est un homme très estimable. Donc, c'est lui qui m'a prévenu, il m'a dit, écoute, Laïmesh est mort, bon, on va y aller à Tiziraché en Haïti. Laïmesh est donc mort, et pour nous, c'était un problème. Parce que nous n'étions pas bien préparés pour continuer la tâche que nous nous sommes fixée. Laïmesh, quoique jeune, il était préparé, il a énormément lu, il a énormément réfléchi, il avait le temps de réfléchir surtout depuis qu'il avait le maquis, tandis qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas énormément réfléchi, notre formation était très 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 incomplète. On ne peut pas dire que c'est le doigt lire, il sentait les choses, mais on ne peut pas dire quand même, malgré le fait qu'il était constamment avec Laïmesh, on ne peut pas dire qu'il était à même d'assurer la suite comme du vivant de Laïmesh. C'était une perte pour nous, une très grande perte pour nous. J'ai dit qu'on s'est senti orphelin, c'est vrai, on s'est senti orphelin, il nous manquait énormément. On a continué à travailler. On a répandu nos idées autant qu'on puisse le faire auprès de certains responsables, auprès de certains militants, en dehors de l'organisation. À partir d'un certain moment, j'ai posé moi-même la question à Siwalin et à Amar. Je lui ai dit, écoute, la direction va finir par le savoir, dans le temps que nous n'étions qu'une poignée de rien du tout. Le secret pouvait être gardé, mais maintenant, ils ne peuvent pas ne pas l'apprendre. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Je lui ai dit que certains responsables qui ne sont pas d'accord avec nous et qui sont à même de se renseigner, peut-être y a-t-il lieu de faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, il faudra essayer de faire en sorte que ces éléments-là aillent peut-être prendre des responsabilités ailleurs. Je dis à Siwali, tu as une autorité très grande, tu es le responsable du district de Kabylie, tu as des rapports avec la direction, tu dépas avec la direction, peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose. Et c'est ainsi que la décision a été prise de faire partir de Kabylie Aït Hamid. Alors, Aït Hamid a souvent dit que c'est parce qu'il avait des qualités très particulières qu'il avait avancé de la hiérarchie du PPA. En réalité, c'est parce qu'en Kabylie, on a considéré qu'il pouvait nuire. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, le rétrograder, ce n'est pas une chose qui était possible, puisqu'il avait quand même des responsabilités, mais ça ne pouvait qu'être en avançant dans la hiérarchie de la direction du parti. Et la direction du parti ne nous intéressait pas à l'époque. Ce qui nous intéressait, c'était répandre nos idées. On l'a fait donc pour Aït Hamid, c'était le premier. On l'a fait par la suite. Pour Omar Wusqelmout. Omar Siddiq. On l'a fait également pour lui. Ils ont demandé un responsable. Là, c'est la direction qui a demandé un responsable pour Alger. Un responsable pour Alger. On a sauté sur l'occasion, il n'y a qu'à le renvoyer pour Wusqelmout, ça sera très bien. Il est parti effectivement. Il nous a surpris souvent. L'un de nos moyens pour répandre nos idées, par exemple à Alger, c'était lorsqu'on se retrouvait 4, 5, 10, parfois beaucoup plus que ça. Il était interdit de parler ni en français ni en arabe. Il fallait parler uniquement en berbère. Alors, si quelqu'un, en parlant
dit un mot en arabe ou dit un mot en français, il paye une tournée. Sauf nous, étudiants, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer. Il y avait un de mes amis à Mahis, un homme de qualité, malheureusement. Il a quitté l'organisation assez rapidement. Il y avait également Oubouzar. Oubouzar, lui, il n'était pas au lycée, il fréquentait un enseignement arabo-musulman au-dessus du grand lycée d'Alger, Sidi Abdelrahman, qui était également nos amis. Nous, on ne pouvait pas payer, mais pour les autres, il devait payer. Je me souviens, il nous a surpris 2 ou 3 fois, il a rougi, c'est-à-dire qu'il nous a rougi, il a fait mouvoir sa tête de droite à gauche, mais il ne nous a fait aucun reproche, mais il savait ce qu'on faisait. En tous les cas, il ne nous a pas vendu. Tout ce qu'a dit l'AMH au départ s'est vérifié. Bon, on a continué à travailler. Moi, je faisais des études. Je travaillais à l'extérieur. Mes vacances étaient consacrées à aller aider un responsable dans tel ou tel endroit. Pour les élections à l'Assemblée algérienne de 47 ou 48, je me souviens, de 48, bon, j'étais l'orateur désigné pour une certaine région de Kabylie. Il m'a été donné d'intervenir avec Farhat Ali, qui est de Tizi Rached, un homme tout à fait pittoresque. Et puis, on m'a recherché pour les discours que j'avais prononcés. Et j'étais à l'approche de mon 2e bac de l'examen. Alors, ils ont décidé de m'arrêter. Ils n'ont pas pensé à moi, j'étais tellement petit qu'on me méprisait. Alors, ils ont été voir un de mes frères qui était un peu plus âgé, un peu plus grand que moi, Saïd, le pharmacien. Ils l'ont arrêté. Il n'a pas dit que ce n'était pas lui. Et lorsqu'ils l'ont mis à Tizi Ouzou, il a dit à tout le monde, parce qu'il ne le connaissait pas, il a dit à tout le monde, ne dites rien, laissez-le passer d'abord son bac, après je dirai que ce n'est pas moi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai pu passer le 2e bac alors que j'étais recherché. Bon. Il y a eu l'événement de Aros. L'événement de Aros, il y a eu une réunion à Aros. À cette réunion, je m'excuse de le dire, mais j'ai été pour quelque chose. J'ai dit à Siwali et à Ammar, notamment à Siwali qui était le plus influent, je lui ai dit, écoute, nos idées ne sont pas bien comprises. Il y a des couleurs différentes qui se manifestent dans ce courant. Ça peut conduire à des incompréhensions. Il faut peut-être préciser autant que possible les choses pour éviter que plus tard les choses ne dérapent. Bon, ça a pesé. Et on a décidé de faire une réunion à Aros. Étaient invités des gens qui étaient fortement gagnés à nos idées, mais des éléments qui étaient à la marge. Ce ne sont pas des gens qui étaient des éléments fondateurs. Ce ne sont pas des gens qui étaient des piliers de l'organisation. Je vais vous citer un nom, c'est le nom d'Aït Amran. Aït Amran a été un berbériste de manière constante, mais Aït Amran, chaque fois qu'il y avait des difficultés, on ne le voyait jamais. Il n'a jamais fait partie du noyau dirigeant de ce mouvement, comme on le sait. Il a énormément parlé de sa personne et un temps on a considéré que c'était le fondateur de ce courant. C'est absolument inexact. Incontestablement, c'était un berbériste un peu chancelant, un berbériste qui n'est pas là dans les moments difficiles. C'est ainsi, par exemple, que lors de l'insurrection qui était prévue après mai 1945, eh bien, on a fait appel aux responsables du lycée, et il était au lycée lui-même, pour rejoindre l'intérieur et assumer la direction de l'insurrection. Les autres sont partis, mais lui n'est pas parti. Il n'est pas parti, et chaque fois qu'il y a des difficultés, il n'est jamais là. À Aros, il était à la marge, mais on a considéré qu'on devait l'appeler. Il y avait également Hajares, qu'on avait appelé, d'autres qu'on n'a pas appelé. Il y avait un gars de Tizi Rached, son nom est venu il y a un instant, il m'échappe.
Je vous demanderai de m'excuser de ce point de vue, ma mémoire est défaillante en ce qui concerne les noms et les chiffres, et c'est important, mais j'espère qu'il reviendra parce que c'est quelqu'un que j'ai en très grande estime. Lui aussi, il était à la marge. Au niveau de la culture, il n'était pas moins intéressant, loin de là, que Aït Amran. Il a fait lui-même des poésies, il a fait lui-même des chansons, mais c'était la modestie incarnée. Il n'a jamais essayé de se faire valoir, et alors que d'autres se baladaient sur des planches et chantaient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, lui, il a continué son travail de militant de manière très très modeste. J'aurais même souvenir de son nom. J'espère qu'il me reviendra parce qu'il mérite de ne pas être oublié. Il est mort dans un accident de la circulation. Bon, c'était une précision qui est utile. Il y a eu dans cette réunion de Arous, il y a un problème qui s'était posé. C'est le problème de la définition de la base de notre mouvement. Sur quelle base doit-on agir? Qu'est l'Algérie? Comment doit-on définir l'Algérie? C'est moi qui ai été chargé, comme chargé de rapporter. J'ai étudié la question, j'avais passé mon bac, donc j'ai consacré mon temps à faire ce travail, et on s'est retrouvé à Alger. Je crois que c'est aux choses des étudiants, au restaurant des étudiants algériens. On s'est retrouvé, mais alors là, il n'y avait que des militants, que ceux qui pouvaient vraiment participer, et j'avais rapporté la thèse que j'avais élaborée. La doctrine que j'avais élaborée reposait sur la base suivante, sur la base de l'Algérie algérienne. Il y a eu un débat assez sérieux. Finalement, il a fait l'unanimité et nous avons décidé de travailler sur la base de l'Algérie algérienne, avec évidemment, sur le plan de la culture, la renaissance de la culture algérienne telle qu'elle est réellement et non telle qu'on la présente. Comment dirais-je, inondé, étouffé par la culture arabo-islamique. Et au niveau de la langue, on a parlé de la langue berbère et de l'arabe algérien. On avait parlé de la nécessité de promouvoir ces deux langues, la langue berbère étant la langue de la communauté berbérophone, l'arabe algérien étant la langue de la communauté berbère arabophone. Il y avait un problème. Qui sommes-nous? Et c'est là que, cette base d'Algérie algérienne, j'ai parlé, et ça a été admis, de tous les Algériens sans des berbères. Il n'y a pas d'arabe. À l'époque, il y avait des Français, il est vrai, mais on les considérait comme n'étant pas en réalité d'authentiques Algériens. C'est un problème à part. Est-ce que nous avions raison, est-ce que nous n'avions pas raison, historiquement parlant et théoriquement parlant? C'est un autre problème. Mais enfin, on partait avec cette idée. Nous sommes tous des berbères. Il y a donc des berbères berbérophones et des berbères arabophones. Et l'Algérie algérienne nous réunissait. À l'époque, on ne parlait pas de langue nationale. Il ne faut pas oublier que nous étions jeunes. Nous étions vraiment jeunes. Nous n'étions pas si cultivés que cela. Actuellement, vous aviez de très grandes possibilités au niveau de la culture, mais à l'époque, vous savez, qu'est-ce qu'on recherchait? C'était passer nos examens, point, c'est tout. Ceux d'entre nous qui pouvaient se cultiver sérieusement, ils n'étaient pas nombreux. C'était des gens que l'on pouvait compter dans les doigts d'une main, et encore. Bon, on parlait donc, lorsqu'on parle de la langue berbère et de l'arabe algérien, eh bien, on parlait de langue maternelle, on parlait de langue populaire. Voilà, c'est des termes de ce genre qu'on utilisait. Le terme de langue nationale, vraiment nationale, c'est par la suite que nous y avons réfléchi. J'étais resté quelque temps. À ce moment-là, je travaillais avec Sioualian et avec Ammar. Concrètement, je me trouvais souvent avec Ammar. Ammar qui est un homme infatigable. Je me souviens, on est venu d'Alger. On a pu prendre un car ou une voiture, je ne me souviens plus. On était recherchés tous les deux. On s'est arrêté à Mekla. De Mekla, il y a peut-être des gens qui sont de cette région, parce qu'il y avait Chara qui était l'un des responsables de la région, il fallait lui laisser des documents. De là, on est parti à Azazga. D'Azazga, on est parti chez moi. Il faut voir, hein, c'est effrayant.
Arrivé chez moi, on voulait boire. C'était le carême. On voulait boire. Alors on dit à une de mes sœurs, on lui a dit, apporte-nous de l'eau, on va se laver. Elle a compris qu'on voulait boire, qu'on ne pouvait pas tenir. Je pense que la religion pouvait l'autoriser. Les enfants passants. Ma soeur n'avait trouvé rien à redire, elle est descendue, elle a puisé de l'eau, et puis ma mère l'a vue, elle lui a interdit. Elle s'y est opposée. Non. Et on est passé par Michelet et on a été jusqu'au village on est arrivé vers les 10 heures de la nuit, sans manger, sans boire. Et c'est un homme qui travaille comme ça. Je me souviens infatigable, vraiment infatigable, l'esprit de sacrifice. Mais je rencontre ce Alnas, écoute, je travaillerai avec n'importe qui, mais pas avec ce chameau. Ce qu'il fait aujourd'hui, il est capable de le faire demain, il est capable de le faire après-demain, moi je ne le suivrai pas. L'esprit de sacrifice qui anime ces gens-là, comme vous le savez. Bon, et puis, quelques temps après, la fin des vacances approchant, Siwalia est venu me voir pour me dire écoute Rachid, les responsables de la Fédération de France ont pour la plupart été arrêtés. Ils étaient venus les uns pour se présenter à l'Assemblée algérienne, les autres pour intervenir dans les meetings à l'Assemblée algérienne. Ils sont arrêtés. Il manque de cadres. Ce serait bien que tu y ailles. On a décidé, j'ai discuté avec les dirigeants du parti, ils ont besoin de toi, tu vas y aller. Bon, ça me peinait, j'aurais aimé rester quand même en Algérie, mais enfin, c'était la décision qui a été prise. Je suis donc venu, ils m'ont fait des papiers, je ne me souviens plus quel nom j'avais à l'époque, et je suis venu à Paris. Arrivé à Paris, à la direction de Paris, il y avait Abdallah Filali. Pour l'instant, les noms me viennent, j'espère que je les retrouverai. Abdallah Filali, bon, il m'a reçu tout en me regardant, en me jaugeant. Mais au départ, je n'avais absolument rien compris. Et puis, quelques temps après, je m'aperçois qu'il me confiait absolument rien. Il me demandait absolument rien. Une ou deux fois, il m'a envoyé à l'intérieur dans la province, mais enfin, un point et c'est tout. Et un jour, je lui ai dit, écoute, si je suis venu, c'est pour travailler, ce n'est pas pour autre chose. J'ai vu qu'il ne voulait pas, et j'ai contacté un certain nombre de personnes, ils m'ont dit, la fédération est à plat. Les étudiants sont tous partis. Ils ne veulent plus travailler avec lui. Les uns, il les a chassés, d'ailleurs, d'autres ne veulent pas travailler avec lui. Les responsables des ouvriers, les instruits, mais très élémentairement, les autres pas instruits du tout, mais qui étaient des militants de valeur. Les militants d'expérience, il les a chassés. Il a gardé que quelques béni-oui-oui. En fin de compte, la fédération s'est étiolée. Alors j'ai décidé de faire un tour, j'avais quelques relations, je me suis en rapport avec elle, et là ils m'ont demandé, écoute Rachid, je crois qu'il faut essayer de bouger parce que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Cet homme a mis de côté tout le monde. Il faudrait un mouvement de renaissance de cette fédération. Ils ont exercé des pressions sur le roi et je l'ai entrepris. Je savais très bien que je m'attirais ses foudres, et ce n'est pas un homme commode, mais enfin, permettez-moi de le dire que lorsque je prends une décision, bien la décision est prise, je ne recule pas. J'ai, dans la discrétion, un moment, pris contact avec toute une série de responsables chassés du mouvement. Je les ai fait revenir, j'ai pris contact avec des étudiants, je les ai fait revenir, très peu d'intellectuels, j'ai pris contact avec eux. Il y a par exemple Mohamed Sherif Sahli, qu'on oublie un peu, il a écrit quand même un ouvrage sur Jugurtha, que j'ai contacté, que j'ai fait revenir. Il y avait, comme s'appelle, Mustafa Al-Ashraf, qui était du nombre que j'avais fait revenir. Celui qui est devenu secrétaire général, comment s'appelle, il est devenu un personnage important, il a fait... Ben Habilas, c'est ça. Ben Habilas, je l'ai fait revenir. Enfin, j'ai fait revenir autant de personnes que possible. Les gens qui peuvent réfléchir, il les a chassés. Il y avait, je me souviens, parmi les gens du peuple, les gens qui sont expérimentés, qui ont un esprit de responsabilité, il y avait l'un d'entre eux qui est devenu un de mes adjoints, Sibouzid, qui n'était instruit ni en français ni en arabe. Mais il était d'une éloquence étonnante, surtout en arabe. D'une éloquence étonnante. Il se trouve que
Abdallah Filali est un bon orateur, lui aussi en arabe. Mais en l'écoutant, il a compris que c'était un concurrent pour lui, qu'il pouvait même le dépasser. Il a fait qu'il l'a chassé du parti uniquement à cause de ça. Il s'est entouré de qui? Il s'est entouré d'étudiants tunisiens. J'ai les noms quelque part ici, j'ai pris, c'est pas utile que, si vous voulez que je vous les dise, je vais essayer de les retrouver, mais ce n'est pas important. L'un d'entre eux a fait des études de lettres, des études très intéressantes de lettres d'ailleurs, il avait incontestablement des connaissances sérieuses, mais c'était un homme qui avait peu d'argent, il pouvait l'aider. Et c'était un homme qui n'avait pas de caractère, et puis c'était un Tunisien, il ne va pas faire la loi en Algérie, c'est quelqu'un obéissant comme on ne pouvait pas l'être. Il y avait également, c'est Diga, ça me revient. Et il y avait également un autre, j'ai oublié son nom, c'était avec eux qu'il faisait le journal. J'ai assisté à une réunion. Il était sur son lit, étendu sur son lit, les bras comme ça, il les écoute lire leurs articles, de manière révérentielle, et soudainement, il les arrête, change-moi ce mot-là. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris. Et les autres, bien sûr, oui, d'accord, on va changer ce mot. Voilà l'homme qui dirigeait la Fédération de France du PPA, un autocrate, un pacha, un véritable pacha. Bon. J'ai donc décidé, avec un certain nombre d'amis, de nous mettre en mouvement, et on l'a bousculé. On a bousculé. Le problème s'était posé, j'ai rassemblé la majeure partie des gens derrière moi, et on lui a dit, écoute, on réorganise la fédération. Alors le problème, nous on avait posé le problème d'un congrès, eux ils ne voulaient pas de congrès, on s'est entendu sur une convention. Bon. C'est un jeu de mots, mais enfin de toutes les manières, on ne pouvait pas débattre d'idées vraiment, de doctrine. Mais enfin, moi, ce que je recherchais à l'époque, c'est de mettre des gens compétents à la tête de la fédération. Compétents, pas simplement parce qu'ils sont des intellectuels, des étudiants ou autres, mais compétents parce que ce sont des gens qui sont responsables et ce sont des gens qui ont de l'expérience. Permettez-moi de vous dire que dans le choix des responsables que j'ai avancés, je n'ai fait aucune différence entre les berbérophones et les arabophones. Absolument aucune différence. Je n'ai fait aucune différence entre les intellectuels et les non-intellectuels. Chacun dans sa partie, simplement chacun dans sa partie. On a fait un congrès, ça a été un succès. On a élu une direction. L'organisation, c'était moi qui l'avais prise. Et j'avais désigné quelqu'un qui était un Algérois, qui faisait des études dentaires, pour diriger le journal, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est surtout cela. Mais c'est vous dire que j'ai fait en sorte que les compétences se retrouvent à la tête de la fédération. Ça ne veut pas dire quand même que j'avais mis de côté les idées que je défendais. Ce n'est pas dans le cadre du parti qu'on en parlait, c'est en dehors de ce cadre qu'on en parlait. On discutait, on débattait, qu'est-ce que c'est que l'Algérie? L'Algérie est-elle arabe, n'est-elle pas arabe? Quelle est notre culture? Quelles sont les langues, etc., etc. Bon, finalement, les idées se répandaient. Évidemment, ils ne pouvaient que l'apprendre. Alors, on a souvent dit que, surtout Ahmed, a dit que les choses ont commencé ici en France. C'est faux. Elles ont commencé en réalité en Algérie. C'est un peu décousu tout ce que je suis en train de vous dire, mais ça ne peut pas ne pas l'être parce que je n'ai pas fait de préparation. Ce n'est pas un exposé ex cathedra que je voulais vous faire. J'espère que tout à l'heure vous allez poser des questions et qu'un débat peut s'ouvrir. Et ça sera plus intéressant d'ailleurs. Où j'en étais, qu'est-ce que je viens de dire? Donc c'était la réorganisation de la fédération. Tu finis là. Donc, le point précis, je m'excuse, ça m'arrive souvent ça. Oui, tu disais que Ahmed disait que ça commence en France, mais arrêtez avec moi. Oui, alors, avant que je ne quitte Alger, j'ai appris, et j'en ai informé Siwalia, qu'on cherchait à le dégager de sa responsabilité de la Kabylie. Sil Djilani, vous connaissez tous le militant Sil Djilani, un vieux militant de l'étoile nord-africaine, également du PPA, qui
qui était venu en Algérie s'établir. Il était tailleur. On le voyait souvent avec un de mes amis, Amhis, on le voyait tous les dimanches et parfois le jeudi. On discutait très librement avec lui. Lorsque Messali était revenu de Madagascar, je pense que c'est de Madagascar, je ne m'en souviens plus, enfin, lorsqu'il était rentré à Bouzaria, à Alger, il le voyait, il mentait le voir. Dois-je vous apporter une petite précision? Messali a dit, parce que lorsqu'il rentre, on fouillait tout le monde, pour les gens, même les militants qui venaient voir Messali, il leur a dit de ne pas le fouiller. Dois-je vous le dire? Vous voulez que je vous le dise? Ben oui. Bon, vous voulez que je vous le dise. Il leur a dit, laissez-le lui rentrer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va, il prend une bouteille de vin dans sa poche, et il rentre avec sa bouteille de vin pour qui? Vous savez bien pour qui c'est. C'est vous dire qu'on se fait passer pour des religieux, pour de grands religieux, alors qu'en réalité on est loin de l'être. Ça, c'est le Gilani qui me l'a dit. Alors un jour, le Gilani m'a dit, avec mon ami Amhis, il m'a dit, écoute, il m'a demandé, mais Sali, qu'est-ce que tu penses de Siwali? Est-ce qu'il est si acide que cela? Il nous pose des problèmes. Il m'a dit, je lui ai dit, n'y touche pas. C'est difficile pour toi. Je l'ai dit à Siwali. Quelque temps avant que je ne quitte, avant que je ne quitte l'Algérie, j'ai rencontré quelqu'un qui est de Fort National. Vous me permettez de regarder si je le retrouve. C'est le Hanafi. Fernand, c'est le Hanafi Fernand. Voilà. J'ai rencontré Fernand qui travaillait sous les ordres de Siwali. Il m'a pris à part et il m'a dit ceci. Il y a la direction qui s'est mise en rapport avec moi. Je dis pourquoi? Je dis la direction c'est Siwali. S'il y a quelque chose, il me dit non, c'est plus sérieux que ça. Je dis qu'est-ce que c'est? Ils m'ont demandé si je pouvais prendre sa place, si j'acceptais de prendre sa place. Donc avant que je ne quitte l'Algérie, c'était dans leur plan, c'était déjà dans leur plan de faire tout pour faire partir Siwali de son poste de direction. J'en ai informé Siwali qui a souri. Puis je suis venu ici en France, donc on faisait notre travail. Il y avait cette convention-là. Je me souviens des grands ténors du PPA étaient venus, et moi j'étais seul et j'étais jeune à l'époque, qui leur répondaient sans montrer qui nous étions, très franchement, qui j'étais au niveau des idées, de ce que je voulais dans ce domaine. Mais enfin, et par la suite, Messali était du nombre. Mais la plupart étaient vraiment venus des responsables. C'était Zrna, c'était Khedar, c'était par la suite Messali. Messali était venu me voir plusieurs fois lorsqu'il y avait ces débats, lorsqu'ils devenaient difficiles. Il a demandé à me voir de toutes les manières s'il devait prendre avec quelqu'un à la fédération, en dehors de Filali qui voyait en cachette, puisque j'étais le principal responsable, ça ne pouvait être que moi. Il a demandé à me voir, puis on avait des débats avec lui sérieux. Très sérieux, on leur dit on veut cette convention, on veut discuter, on veut une réorganisation de la fédération est à plat, on veut mettre des gens compétents, des gens honnêtes, et il a chassé ces gens-là. Bon, il m'a pris à part et il m'a dit, écoute Rachid, je te comprends, mais enfin, peut-être que tu serais plus rentable au bureau politique du PPA. J'ai dit, il n'y a aucune raison pour que je sois du bureau politique. Vous avez votre organisation. Moi, je suis à Paris, et puis je suis jeune, je fais mon travail à Paris, un point, c'est tout. Mais enfin, il a usé plusieurs fois sur ce thème pour essayer de me corrompre et de me faire revenir sur mes positions. Mais enfin, j'ai tenu. J'ai donc réorganisé, comme je vous disais, la Fédération de France. Un jour, on s'entendait plus ou moins, on se revoyait à la rue Omer, les gens qui venaient les responsables qui venaient d'Alger. Il y avait Khedar, il y avait de Marla Atrous, il y avait Mzrana, il y avait le docteur Chouki, il y avait Faroukhia, ils étaient nombreux.
Un jour, je finissais mon travail, je suis venu à ce restaurant de la rue Omer, j'ai trouvé Khedar. Khedar s'est levé, j'ai été vers lui, on s'est embrassé parce qu'on s'embrasse, et il m'a dit, Siwali a été arrêté. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit par la suite, parce que c'est vraiment méchant. J'étais branlé. Ce qu'il m'a dit par la suite ne me plaisait pas, et puis je considérais que c'était impossible. Mais j'ai essayé de me montrer serein. Mais je sentais la joie dans ses yeux qu'il ait été arrêté. Et effectivement, j'ai appris par la suite qu'il a été arrêté. Quelque temps après, on a arrêté d'autres. Comme par hasard, dans le passé, on ne les arrêtait pas. On ne les arrêtait pas. Et bien là, les uns après les autres, on a considéré que tous les responsables de Kabylie étaient des berbéristes. Amar al-Hamouda, il était intime avec Siwali, donc il ne peut pas ne pas être berbériste, il a été arrêté. C'est incroyable. Ousdir, qui n'a jamais été des nôtres, on a considéré cependant que c'était un berbériste, il a été arrêté. Et Ahmed, on s'est posé la question, est-ce qu'en réalité ce n'est pas lui qui est la source de tout cela? C'est sans doute lui qui en a les capacités. Il se posait la question. Qu'ils ont résolu par la suite autrement. Puis, ici en France, surtout après l'arrestation de Benayoua, ils se sont dit, bon, on a décapité le mouvement, on peut rentrer en action. J'ai senti à travers divers signes que la bagarre était déclenchée, et nous avons pris nos dispositions. Sur le plan des idées, il y a eu une réunion qui s'est tenue de la Fédération de France, au pied levé, au cours des débats. J'avais très vite rédigé une motion, je ne me souviens pas des termes. À l'époque, on ne pensait jamais à des choses de ce genre. On faisait des choses rapidement sans penser à ce qui pourrait en advenir par la suite, si on pouvait les invoquer. Et on est passé au vote. 28 membres de la direction de la Fédération de France ont pris position pour l'Algérie algérienne sur 32. C'est vous dire que les idées étaient au niveau des responsables assez avancées chez nous. Et puis c'était la bagarre. La bagarre a été sérieuse. Nous, ce qu'on pouvait faire, nous avions des endroits où nous étions solidement établis. Ensuite, surtout, retranchés dans ces endroits-là. Le reste ne nous intéressait pas, nous n'avions pas d'argent. J'avais gardé le journal un temps, on l'a publié pendant, je ne sais pas, 4 fois, 5 fois, 10 fois, je ne me souviens plus. Le principal rédacteur, c'était moi. Le bureau qui était, je crois, à la Lumisan, au 20e arrondissement, je ne me souviens plus si c'était la Lumisan, c'était au 20e arrondissement, ils voulaient le prendre qu'ils le prennent, on ne pouvait pas payer le loyer. Mais pour le reste, on avait pris des positions dans certains arrondissements, et c'était des positions qui sont inexpugnables. On a dit bien des choses. Il y a Rajef, qui était un de nos adversaires. Alors, on a dit que c'était le capitaine Saïdi, le docteur Mostafa, et puis Rajef, qui étaient les seuls à mener le combat contre nous. Toute la direction, dans leurs éléments, était venue ici en France. Tous. Le capitaine Saïdi, c'était un pauvre type. Vraiment un pauvre type. Il était gagné à nos idées, d'ailleurs. Puis ils l'ont retourné parce qu'on lui a promis je ne sais quoi. Je lui ai dit, d'ailleurs. Chouquet, il est aérien. Non pas qu'il ne soit pas courageux, mais il est aérien. Le seul adversaire que j'ai trouvé vraiment sérieux en face de moi, c'était Khedar. Et c'était un bagarreur. Khedar était un bagarreur. Il mérite le respect. Je pense pour l'époque qu'il était nerveux, mais il est resté nerveux, ce qui fait que tactiquement, je me souviens, on s'était retrouvés dans des réunions avec des gens qui nous écoutaient. Il tenait un langage qui soulevait la contestation parce qu'il voulait recourir à la brutalité. Il tenait des termes qui étaient extrêmes, tandis que personnellement, je tenais des termes qui étaient plutôt conciliants. Ferme dans les idées, mais disons la bagarre. Pourquoi la bagarre? Défendez vos idées, nous défendons les nôtres, et puis on verra qui c'est qui aura raison. Une bagarre fraternelle, ça ne conduit nulle part. Vous voulez la guerre. Et je me retourne vers, voilà, il veut la guerre. Et il se faisait huer.
Mais enfin, c'était un homme qui était courageux. Alors, on a souvent dit que Aït Hamed est du nombre que c'est nous qui avons pris l'initiative de l'insurrection contre la direction du parti. C'est absolument faux. C'est un fait, nous avons répandu ces idées. N'est-ce pas notre droit de les répandre? N'est-ce pas notre droit de nous poser la question sur la réalité de l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle est l'Algérie? Est-ce que ce n'est pas notre droit de poser le problème de la culture, de l'identité de la culture en Algérie? Est-ce que ce n'est pas notre droit de poser le problème des langues en Algérie? Et puis, on parlait d'indépendance. Et après l'indépendance, puisqu'on nous parlait d'Algérie arabe, etc., mais on se limitait à cela. Visiblement, l'absolutisme arabo-islamisme était prévisible. On voulait savoir, après l'indépendance, qu'est-ce qu'il fallait. Et les mots d'ordre que j'avais lancés ici, que j'avais concrétisés, c'était une Algérie démocratique et sociale. Des termes que j'ai constamment repris du reste par la suite, ça n'a pas changé de ce côté-là. Ça n'a pas changé. Voilà. On a dit que c'est nous qui avons pris l'initiative, c'est eux qui ont pris l'initiative de cette lutte, ce n'est pas nous. Nous, on n'a fait que se défendre, mais on s'est bien défendu. On a raconté, et certains historiens, notamment Harbi, a rapporté les termes que lui a dit certainement Rajef, qu'il y avait une réunion qui s'est tenue au 18e arrondissement et qu'il a été la perturbé, qu'il a chassé tout le monde au 18e arrondissement. C'est absolument faux. Il y a effectivement un café au 18e arrondissement qui est tenu par un ami. On s'y retrouve de temps à autre pour y déjeuner, individuellement, mais pas en groupe. On s'y retrouve, c'est un endroit très sympathique. Mais une réunion du comité de direction, jamais il ne s'est tenu chez lui. Il n'a jamais été question de faire une réunion, d'appeler les gens, des sympathisants ou des militants pour faire une réunion chez lui. Il a dit qu'il y a eu cette réunion et qu'il est parti pour disperser tout ce monde. C'est absolument faux. Simplement, ils sont partis effectivement en force, et nous à l'époque, on s'était entendus parce qu'on savait qu'ils pouvaient faire des coups, parce qu'ils les ont fait, on s'est toujours défendus, et on pouvait appeler nos amis, immédiatement ils devaient venir du 15e, du 13e, du 3e, d'un petit peu partout, de Saint-Denis, là où on avait les forces, elles pouvaient venir, ceux qui ne travaillaient pas pouvaient venir immédiatement, et c'est ce qui s'est produit. À la tête du groupe, il y avait Serge Jouvir, un militant remarquable qui ne mérite pas d'être oublié également. Eh bien, en un rien de temps, c'était la fuite. Et Rajef avait fui tout comme les autres. J'ai dit dans mes notes autobiographiques, si ce n'était pas ses longues jambes, parce qu'il est assez grand, qu'il avait sauvé, eh bien ce jour-là, il aurait certainement perdu la vie. Parce que les choses ont été assez loin, ils étaient venus en force, ils étaient violents, et il y avait une réaction qui est violente. Les Algériens, vous les connaissez. À partir d'un certain moment, ils sont incontrôlables. Il pouvait perdre sa vie ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ce sont ses longues jambes qui l'ont sauvé. Je dis du mal de lui. Si vous me posez des questions, je peux apporter quand même quelques précisions, parce que de ce point de vue, il n'est pas des nôtres, mais c'est un militant de l'indépendance algérienne, incontestablement. Enfin, il y a eu des actions de ce genre. La direction Kabylie a été décapitée, alors qu'en France, on était solidement établi, enfin jusqu'à un certain point quand même, on n'avait pas gagné les masses avec nous, mais enfin les militants, bon nombre d'entre eux, de responsables, on les avait gagnés. En Kabylie, on a arrêté... Ah, excusez-moi, il y a un chauffage derrière, ça. Ça fait un petit peu italien. Qu'est-ce que je viens de dire là? Je savais comme quoi c'était un militant. Oui, si vous me posez des questions, c'est un militant de l'Algérie arabe, un militant pour l'indépendance incontestablement, intègre jusqu'à un certain point, mais enfin passons. Bon, les choses ont duré comme cela pendant un certain temps. J'ai dit oui. Je disais qu'en Algérie, notre mouvement a été décapité. Les militants étaient dispersés
il ne pouvait pas faire grand-chose. Il y avait Siwali qui était un meneur d'hommes s'il était vivant. Enfin, s'il était dehors, certainement il aurait entraîné la Kabylie et une partie de l'Algérois derrière lui. Ils l'ont arrêté dans des conditions. On aimerait bien savoir dans quelles conditions. Il ne pouvait pas intervenir. Ammar, quelques temps après, il a été également arrêté. Ce sont les deux personnalités centrales de notre courant là-bas. Les autres, il y a des militants de qualité incontestablement. Il y avait des sympathisants, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose face à la direction. Je dois vous dire que la volonté de la direction était une volonté extrême. On a écrit par la suite dans certains ouvrages historiques qu'ils n'ont pas été si extrêmes que cela. Ils ont nuancé, adouci leur position. Mais ce sont des gens qui étaient pour la mort des gens qui étaient contre l'Algérie arabe. Ils voulaient notre disparition. Certains étaient de bonne foi, même peut-être la plupart étaient de bonne foi. Ils se sont dit, l'Algérie est arabe, elle restera arabe, et ceux qui agissent pour qu'elle ne le soit pas, nous les éliminerons autant que nous le pouvons. Il y avait effectivement la France à l'époque, ça leur était difficile d'aller plus loin, mais enfin, ils ont tiré sur Farhat Ali. Ils ont tiré sur Farhat Ali. Ils ont battu quelques éléments intellectuels. Ils ont battu quelques éléments. En Algérie, ils étaient assez désorganisés. On ne peut pas dire qu'il y a eu malheureusement une résistance très sérieuse. Ils ont choisi leur moment pour passer à l'offensive. En Algérie et en France, en Algérie, on l'a tenu. On les a mis en échec. Et en Algérie, ça n'a pas été ça. Et bon, on a travaillé. Moi, je m'orientais petit à petit dans la voie de la création d'un parti. Je me posais des questions. J'étais jeune. J'étais recherché. Je me disais, si mes amis sont arrêtés, ça va m'arriver. Moi, ils vont me donner, malgré toutes les précautions que je prenais. Et effectivement, j'ai été arrêté. Bon, il n'était plus question de parti. J'ai été condamné à 1 an de prison, interdit dans les grandes villes d'Algérie et de France. Je suis venu en France pour faire mes études de droit à Dijon. C'est là que j'ai fait l'essentiel de mes études de droit, tout en reprenant la vie politique. Mais enfin, il y avait une sorte de dispersion de notre organisation. Mais au niveau des idées, les choses ont continué. Il y a eu l'insurrection ici à Paris. En premier lieu, ce sont des éléments de notre mouvance qui se sont trouvés à la tête de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, lorsque l'insurrection a été déclenchée. Ce sont nos militants qui étaient à la tête de la lutte. Ils se sont heurtés à des messalistes qui ont cherché à les tuer. Où c'est qu'il est celui-là? Il est là-bas, celui-là. Il est là-bas. C'est Mahdan Quran. Il est de ta région, je crois. C'est Mahdan Quran. Il est de ta région. Eh bien, on a essayé de le tuer je ne sais combien de fois. Il tenait un temps un café à Levallois. Combien de fois les messalistes sont passés pour le tuer? Les réactions sont venues uniquement des nôtres. Évidemment, les choses se savaient. Ils ont pris, mes amis avaient pris la précaution de se mettre en rapport avec la résistance en Algérie, ce qui fait qu'ils étaient couverts. Les choses se sont développées. Une partie des militants et des sympathisants ont rejoint l'Algérie. Ils ont été recherchés l'un après l'autre et ils les ont tués. Bon, il y a certains qui sont morts quand même dans des combats, mais bon nombre d'entre eux ont été tués par les nôtres. Comme je le disais, ils n'ont pas eu la gloire de tomber sous les balles de l'ennemi, mais sous les balles de militants du Front Uni de l'ALN et du FLN. Je reviens à chose en Algérie, à Siwali. Ils l'ont tué. À Jma' Sarij, ils l'ont tué, ils l'ont laissé. Pour ses idées, ce n'est pas pour autre chose. Ils ont donné l'ordre de ne pas l'enterrer. Il était bouffi. Enfin, un homme qu'on laisse comme ça sent mauvais. Ce n'est que après quelques temps, quelques journées, qu'on a accepté qu'on l'enterre. En ce qui concerne Ammar Ould Hamouda, il s'apprêtait à monter au maquis.
il s'apprêtait à monter au maquis avec Itman Gilef Mbark. Voilà. J'ai cette chance aujourd'hui, je n'oublie pas tous les noms. Je me souviens, ça c'est mon frère Abdenour qui m'en a parlé, il avait des rapports très vite avec Krim Belkacem. Krim Belkacem lui a dit est-ce que tu vois Ammar, qui était son supérieur en temps. Est-ce que tu vois Magnès? Oui, je le vois. Mais qu'est-ce qu'il devait? Mais il va monter aujourd'hui avec Mbarké Hamouda au maquis. Il va aller à Al-Hamam. Inès, va vite, cours, ils vont le tuer. Inès n'attend pas, cours, Afnam. Effectivement, il est parti. Mon frère a couru pour essayer de le retrouver. Il était déjà parti et ils l'ont tué. Tous ceux dont on doutait qu'ils partageaient plus ou moins nos convictions ont été tués. Ceux qui sont partis d'ici, c'est exactement la même chose. Il est recherché les uns après les autres. Et par la suite, il suffisait d'être instruit parce que lorsqu'on est instruit, on pouvait évoluer vers nos positions. Puis la guerre était difficile, l'aide de l'extérieur ne venait pas. On disait que les pays arabes allaient nous aider très sérieusement. Elle ne venait pas, ce qui fait qu'un mécontentement se développait au sein des gens de l'ALN et du FLN. Eh bien, on estimait que ces discussions ne devaient pas avoir lieu. Que les gens qui sont instruits, des gens qui sont expérimentés, c'est des gens qui sont dangereux. Vous savez tout ce qui s'est produit en Algérie, en Kabylie notamment, et même dans la 4e wilaya, les éléments qui sont instruits ont énormément souffert. Alors, voilà, en ce qui me concerne, j'ai repris par la suite la lutte, mais je pense qu'on en débattra. Mais tu as parlé dans l'exposé que tu as fait. Je vais faire un petit compliment. Je vais quand même apporter cette petite précision. Dans la présentation que tu m'as faite, tu as parlé de... comment il s'appelle? Tu as parlé de celui qui a réorganisé le FLN, l'ALN et le FLN, Abdan Ramdan. Tu as parlé d'Abdan Ramdan. Tu as dit des choses en ce qui concerne Abdan Ramdan, des choses qui méritent d'être nuancées. D'après ce que je sais, Abdan Ramdan a fait ses études à Blida. Une fois qu'il a fait ses études à Blida, qu'il a eu son bac à Blida, il est parti au château du Rumel, dans l'Est. Qu'est-ce que vous avez dit? Château d'Inde du Rumel, c'est ça. Château d'Inde du Rumel. Oui. Puis il a été contacté par des gens de la tendance religieuse, plutôt oulémiste. Il est rentré au sein du PPA. Il a pris des responsabilités à Sétif. Il a pris des responsabilités importantes à Naba. Il a pris des responsabilités importantes à Oran. On a dit qu'il faisait partie de l'OS, il ne faisait pas partie de l'OS, mais en tant que responsable, c'était lui qui désignait les gens qui pouvaient être de l'OS un petit peu partout en Algérie, en Kabylie, c'est exactement comme ça que ça se faisait. Il a été arrêté, précisément à cause de ça, il a été condamné à 5 ans. Est-ce que jeune il a vécu en Kabylie? Je ne sais pas. Ce que je sais personnellement, c'est que je connais la plupart des responsables de Kabylie, en tous les cas de la Grande Kabylie, parce que la petite Kabylie, on ne voulait pas qu'elle soit unie à la Grande Kabylie, indépendait pas de la Grande Kabylie. Je les connais pratiquement tous, je ne l'ai jamais rencontré. Ça peut expliquer le fait que ces idées lui soient étrangères. Mais enfin, des gens l'ont vu, il aurait pris position contre l'Algérie algérienne, il était pour l'Algérie arabe, et Ben Ghadda l'a affirmé avec autorité, il était partisan de cela. Ce qu'il y a de sûr également, c'est que les éléments qui organisaient la lutte ici en France tout à fait au départ, ce sont surtout des éléments qui appartenaient à notre tendance. Mais qui n'agissaient pas au nom de notre... Ils avaient adhéré au FLN, ils se sont dit, bon, pour l'instant on lutte contre le colonialisme français pour l'indépendance de l'Algérie, on reprendra par la suite nos idées. J'étais peut-être le seul à dire, moi je ne peux pas, je suis prêt à lutter, j'ai lutté effectivement avec tout le monde, tout en gardant mes idées, tout en les gardant mes idées, et ça m'a exposé combien de fois à des situations difficiles. Mais eux, ils se sont dit, bon, nous luttons actuellement l'indépendance. Nous, la lutte est difficile, on va lutter pour l'indépendance et on reste là. Des ordres ont été donnés pour les éliminer, qui n'ont pas été appliqués.
il y a eu la réunion de la Soumam, le congrès de la Soumam. Au congrès de la Soumam, le problème a été évoqué. Et une instruction a été donnée aux responsables de la Fédération de France pour éliminer, vous voulez que je vous dise les mots qui ont été employés? Ben oui. Bon, ben, je vais vous dire, ils sont là. La lettre est là. Voilà. Alors, aux responsables de la Fédération de France du FLN, du FLN de France, les principaux responsables de l'Oranie, algérois et constantinois, réunis quelque part en Algérie, après avoir pris connaissance de votre rapport général non daté, vous renouvellent leur confiance et vous assurent d'un appui total dans votre travail de clarification, de conciliation du FLN en France et de liquidation des berbéristes, des messalistes et autres contre-révolutionnaires. Il n'est pas question de communistes, mais et autres contre-révolutionnaires qui continuent leur travail de sape et de division au sein de l'immigration algérienne. Alors, signé dans cette lettre, Karim Belkacem, Abban Ramadan, ou Amran, Zirot Youssef, Ben Tobbal Sichrif. La signature de Sichrif étant en arabe, les autres étant en français. Au congrès de la Source. Au congrès de la Source. Ben, vous l'avez fait. Bon, maintenant, que dire de Abban Ramadan? Abban Ramadan est, à mon avis, une personnalité considérable. Une personnalité considérable dans le mouvement de libération contre le colonialisme français. Avant lui, avant qu'il ne prenne les rênes de la direction du mouvement, on pouvait penser, dans les diverses directions un petit peu partout, on pouvait penser à quelque chose qui ressemblerait, ce n'est pas tout à fait ça, qui ressemblerait à des Jacqueries. Lui, il a compris que ça ne pouvait pas durer, que c'était dangereux, que l'issue pouvait être mauvaise, qu'elle pouvait être un échec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi sur la question et il a réorganisé le mouvement. Il a réorganisé le mouvement, il l'a structuré. Il a donné des orientations. Pas seul, bien sûr, parce qu'il était entouré. Je ne rentre pas des précisions, mais j'en connais. Je ne crois pas que ce soit utile. En tous les cas, il a assumé tout cela. Dans la lutte contre le colonialisme français, je peux considérer que Abban est la personnalité fondamentale, la principale personnalité qui a joué un rôle d'organisation, de construction et qui a inspiré la lutte. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre de sa valeur à ses côtés. Il se trouve malheureusement, qu'en luttant pour l'indépendance de l'Algérie, en organisant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, il est en même temps lutté pour l'Algérie arabe, pour la culture arabo-islamique. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il pouvait se contenter de cela. Mais il a été jusqu'à donner des ordres, et des ordres venant de sa part, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave, d'éliminer, comme je viens de vous dire, les berbéristes, en même temps que des contre-révolutionnaires et des messalistes. Je dis encore une fois que c'est une personnalité considérable, mais il y a cette ombre qui le poursuivra constamment et qui fera qu'il sera diminué dans l'histoire. J'ajouterai autre chose. Nous vivons nous-mêmes actuellement une période très particulière, une période de renaissance de l'Algérie algérienne, où il y a une absence de maturité. Nous pouvons en discuter et j'aimerais qu'on en discute, où il y a une sorte d'anarchie, où il y a un peu d'infantilisme. J'aurais aimé que parmi nous se lèvent des gens de la qualité, de la trempe de Abban Ramadan, et qui travaillent cette fois pour l'Algérie authentique, pour l'Afrique du Nord authentique. Je m'arrêterai là.
كان مثال